Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. La députée LFI Mathilde Panot ne nous a pas beaucoup surpris en déclarant sur la chaîne YouTube du Média, associée à la France Insoumise, la chose suivante. Sur le fait de ne jamais rien céder à l'extrême droite. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, du coup, la Nouvelle-France, c'est pour ça que pour nous, c'est un concept qui est très puissant. Pourquoi ? Parce que vous avez d'un côté l'extrême droite qui fantasme une France qui n'existe pas et n'a jamais existé. Une France qui serait une France blanche, une France chrétienne, une France qui serait envahie de je ne sais qui, enfin bon bref. Donc ils sont dans un fantasme complet sur ce qu'est le pays. Et le concept de la Nouvelle-France, c'est tout simplement dire que c'est la France qui assume son peuple dans son entièreté. Et que le peuple, si on prend un point de départ... Eh bien, on était habitué aux grandes considérations historiques de Madame Mathilde Panot, qui, il y a quelques années, avait expliqué que si Monsieur Bompard ou Madame Castex arrivaient à la telle Matignon, elle n'aurait pas plus d'expérience politique que Léon Blum, qui avait été président du Conseil de la République en 1936. Et puis, c'était Benjamin Duhamel qui était en face d'elle, qui lui dit, mais Léon Blum avait été député depuis 1919 avant 1936 et surtout patron de la SFIO depuis le Congrès de Tours, donc il avait de l'expérience et de la pratique politique. Ah bon, mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je vais dû me tromper dans mes fiches, enfin voilà. Donc elle remet le couvert, Madame Panot, et nous ne tombons pas dans le panneau, hein, j'adore ce jeu de mots parce qu'elle nous l'offre avec beaucoup de gentillesse. Alors dire que la France était pas blanche et pas chrétienne, oui, enfin ça dépend qu'est-ce qu'on appelle blanc, qu'est-ce qu'on appelle chrétien, mais enfin il est certain que la France... ce qu'on appelle blanc et ce qu'on appelle chrétien. Voilà, c'est pour ça, enfin, c'est tellement, j'allais dire, incroyable que l'on puisse remettre en cause une évidence. Ça sert à quoi ? Ce n'est pas le débat, ce n'est pas que ça. Voilà, chaque pays, chaque continent, chaque civilisation a eu sa couleur de peau, ses cultures, ses traditions, ses savoirs. Et dire que la France, depuis la civilisation gallo-romaine, était déjà en créolisation, oui, c'est l'intégration de beaucoup de cultures. Il y a eu les invasions barbares qui étaient pas très nombreuses, mais malgré tout, c'est comme ça que s'est formée la France, avec une intégration. C'est-à-dire, les gens venaient pour être français, quelle que soit leur origine, pour parler le français, ils étaient fiers d'être français, et jusqu'il y a encore quelques années, des gens d'origine africaine ou maghrébine donnaient des prénoms français à leurs enfants parce que c'était leur bonheur, c'était leur plaisir de dire français, ce qui interdit pas de donner d'autres prénoms. Et là, vouloir fracturer le pays en disant il y a une nouvelle France qui a un autre visage, qui est née différemment sur d'autres paramètres, et qui va remplacer la France d'avant que vous dites, bon alors je suis chrétienne, c'est un appel à la guerre civile. C'est un appel à la confrontation. Ce n'est pas un propos républicain et ça met en danger la démocratie. De la part de Madame Panot, ça m'étonne pas, mais qu'elle le dise de façon aussi bête, c'est quand même affligeant pour la République. Dans l'affaire des fausses informations publiées sur Raquel Garrido, le parquet a demandé le renvoi de Jean-Christophe Lagarde, Perico. Oui, on se souvient de cette affaire, donc un article dans le Point, dans lequel le couple Garrido et Alexis Corbière étaient accusés d'avoir une employée de maison algérienne qui était exploitée avec des horaires épouvantables, à laquelle on faisait subir un train de j'allais dire d'exploitation qui était incompatible. Évidemment, Raquel Garrido, qui venait d'être élue députée de la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, qui avait battu Jean-Christophe Lagarde, actuel maire de Drancy. Évidemment, ils s'étaient insurgés, ils avaient fourni la preuve. Il y avait même un montage avec des témoignages de gens. Et puis bon, l'enquête a été faite. Le journaliste du Point a été remercié. Le Point a retiré le papier, s'est excusé. Tout était faux dans cette accusation. Évidemment, le couple Garrido-Corbière a porté plainte. La procédure a suivi. Et aujourd'hui, on remonte à la source. Il semblerait que Jean-Christophe Lagarde soit compromis, que c'est lui qui a lourdement insisté. C'est son chauffeur qui s'était fait passer pour la femme de ménage, je ne sais pas par quel biais, algérienne, qui avait tout inventé, y compris avec des échanges de textos qui étaient fallacieux, qui étaient du fake. Et donc aujourd'hui, l'étau se resserre autour de Jean-Christophe Lagarde et le parquet a donc renvoyé Jean-Christophe Lagarde dans l'affaire de la fausse information publiée dans le Point. C'est la justice qui tranchera. C'est quand même une affaire assez grave parce que Jean-Christophe Lagarde est un élu centriste. On supposait que lorsqu'on est battu aux législatives, on a peut-être d'autres moyens. La justice dira si c'est le cas. Mais pour donner une image catastrophique de la classe politique française, celle-là est quand même assez scabreuse et assez sordide.
Le milliardaire Mathieu Pigasse, très à cheval sur ses principes, a signé un contrat d'envergure avec l'administration Trump. Oui, Mathieu Pigasse qui dit qu'il détient un groupe de presse qui sera au service de la bonne idée, de la justice, de la vérité contre l'extrême droite, contre le fascisme, voilà, qui dénonce à tout bout de champ tout ce qui ne ressemble pas à la bonne pensée de gauche, et qui dénonce évidemment cette espèce de capitalisme qui met la main sur les médias. Et bien curieusement, lui, il n'a pas de scrupule pour aller à la Maison Blanche pour signer. Et bien tout simplement, c'est le Venezuela lui a confié la restructuration de sa dette pour un chantier estimé à près de 150 milliards de dollars. On sait que Caracas aujourd'hui est sous contrôle de Washington après j'allais dire le kidnapping et l'incarcération de monsieur Maduro. Et c'est Mathieu Pigasse qui va à la Maison Blanche. C'est curieux qu'on aille à la Maison Blanche pour gérer la dette d'un pays qui s'appelle le Venezuela. Donc monsieur Pigasse considère qu'il est tout à fait naturel que ce soit Donald Trump qui gère les intérêts vénézuéliens, et c'est à Washington que Pigasse a accepté de recevoir cette offre, ce contrat du renouvellement de la dette. On ne sait pas quelles sont les mesures qu'il va utiliser, peut-être un peu comme quand l'Europe est allée voir les Grecs qui avaient voté par référendum la sortie de l'euro de l'Union européenne. On les avait bien serrés, et là on va voir si monsieur Pigasse va lui aussi reprendre en main les finances du Venezuela, conformément à la doxa de monsieur Donald Trump et du Parti républicain à Washington. C'est curieux le changement. Ne faites pas ailleurs ce que je fais chez moi. Enfin, on appréciera, et surtout je voudrais voir la suite de cette très belle aventure. Ma chère Maud, un jeune joueur français, c'est a commis un exploit hier à Roland-Garros, et du coup c'est pas nous qui allons vous en parler. Non, c'est Elvin qui va nous en parler, parce qu'un peu de chauvinisme ne fait pas de mal. Bonjour Elvin. Bonjour, oui, rendez-vous compte, Maud et Perico, à 17 ans, 2 mois et 20 jours, Moïse Kamé a décroché sa première victoire en Grand Chelem. Bon, Maud et Perico, nul doute qu'à 17 ans, vous ne jouiez pas sur le Simone Mathieu. Non, pas trop. Non, c'est la différence. Aucun joueur n'avait remporté un match si jeune, porte d'Auteuil, depuis 35 ans. Comme dirait un certain Kylian Mbappé, moi tu me parles pas d'âge. Il a battu Marin Cilic 7-6, 6-2, 6-1. Le natif de Sarcelles a illuminé le Simone Mathieu. Il a laissé aucune chance aux Croates, ancien vainqueur d'ailleurs de l'US Open. Première victoire en Grand Chelem, première victoire face à un membre du top 50. Après la rencontre, l'adolescent a déclaré avoir pris beaucoup de plaisir. Il a surtout donné beaucoup de sourires à des millions de Français qui seront là pour l'accompagner dans la suite de sa carrière. Moïse Kamé affrontera demain le Paraguayen Adolfo Daniel Valero. Rendez-vous noté. C'était impressionnant. Elvin, c'est vraiment un prodige. Moïse Kamé, il est très très fort. Il est suivi de près par la fédération depuis longtemps. On espère qu'il passera le second tour, et puis pourquoi pas l'accompagner plus loin. En technique, vous y connaissez en tennis. Hein, votre dernier score, c'est quoi? C'est 5-7 Je pense que Kwame, plus le jeu sera long, plus ça le facilitera. Parce qu'il l'a dit, il est prêt à jouer pendant des heures sous cette canicule. Elvin, c'est le nouveau Yannick Noah ou c'est autre chose? Il faut rester calme, Perico. Rester calme. L'accompagner avec calme, et on verra match après match, pas après pas. Merci beaucoup, Elvin. Vous viendrez nous expliquer ça, Elvin. Exactement. Voilà. Jean Messia est accusé d'avoir encaissé une cagnotte destinée aux veuves des surveillants tués lors de l'évasion de Mohamed Amra, cagnotte qu'il avait lui-même créée. Oui, la veuve de Fabrice Muello l'accuse d'avoir détourné 42 000 € de la cagnotte réunie après, vous savez, la tragédie du péage d'Incarville le 14 mai 2024, où Mohamed Amra avait été libéré par un commando, et deux fonctionnaires de police, dont Fabrice Muello avait été tué de façon absolument épouvantable. Jean Messia s'était mobilisé, il avait fait une souscription, il avait obtenu cette cagnotte. C'est une pratique que fait d'ailleurs souvent Jean Messia pour les policiers qui ont été victimes qui ont été dans la famille, les policiers ont été agressés dans la famille et victimes, et pour les soutenir. Et là, elle accuse 42 000 € bon, je pense que Jean Messia s'en expliquera, et évidemment, la justice tranchera puisqu'il y a une plainte. Voilà, ça lie quand même un peu cette affaire, le fait qu'elle soit allée jusqu'à porter plainte. Voilà, on espère que la lumière sera faite en totalité, que la vérité sera dite telle qu'elle est, même si elle est douloureuse, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Le Canard enchaîné a révélé une histoire un peu farfelue concernant un slip de bain. Mais j'ai du mal à le croire quand j'ai vu ça. Et pas n'importe quel slip de bain, Perico. Le papier du Canard s'intitule « Un kangourou au Conseil d'État ». Tout y est. C'est le nouveau patron du Conseil d'État, Marc Guillaume, qui a reçu un cadeau très personnalisé de la part de ses anciens subordonnés à la préfecture de Paris. Près de 10 personnes, dont une commissaire divisionnaire, ont été mobilisées plusieurs semaines pour concevoir une version très originale d'un slip de bain kangourou. Bleu nuit, orné des symboles préfectoraux et du logo des JO de Paris 2024. Voilà, alors pour l'instant, c'est de l'ordre de l'information cocasse. On espère juste que ceux qui ont participé à la confection de ce magnifique slip kangourou n'ont pas été rémunérés par la préfecture. Ça la fout très mal quand même. Il y a une société française qui s'appelle le Slip Français. Oui. J'espère que ça sera un slip patriotique. Mais attendez, en tant que vice-président du Conseil d'État, il est prévu qu'il arbore ce sous-vêtement pendant une séance, ou qu'il se montre. Peut-être que si, peut-être que ça va être une nouvelle. Peut-être qu'on va voir aujourd'hui les hauts fonctionnaires de la République et les patrons de nos institutions équipés avec de jolis sous-vêtements, avec la cocarde bleu, blanc, rouge. À quel endroit, on ne sait pas. On termine avec non pas un anniversaire, mais un film, Perico, parce qu'on est mercredi, et mercredi c'est ciné. Aujourd'hui sort le film d'Agnès Jaoui, le premier réalisé sans Jean-Pierre Bacry. Ça s'appelle L'objet du délit. Je vous laisse écouter un extrait de la bande-annonce. Mirabel veut inscrire dans la mise en scène une image forte du patriarcat, donc il en faut 2 en plus. Et puis c'est quoi ? 2 bits. Elle veut plus de bits. Si vous voulez bien vous adosser à la colonne de gauche, par exemple. Vous voulez que je caresse la colonne ? Non mais on peut pas continuer comme ça, faut qu'il soit remplacé, c'est tout. Et on est à quelques jours de la première. Moi j'ai les yeux fixés sur mon conducteur. Donc, Dans ce film, Agnès Jaoui ose l'impensable. Elle s'attaque au mouvement MeToo. Et je peux vous dire que le néo-féminisme se prend une sacrée paire de claques. Ça se passe dans les coulisses d'une mise en scène de l'opéra de Mozart, Les Noces de Figaro, bouleversées par une accusation d'agression sexuelle. Et c'est un faux procès qui s'organise à main levée dans un quasi huis clos, un peu comme le sens de la fête. Les féministes criminalisent l'homme blanc de plus de 50 ans, mais Jaoui décide de confronter l'hystérie au raisonnable et de traiter le sujet avec une désinvolture et un humour digne de Jean-Pierre Bacry. Il est toujours là. Le wokisme est balayé d'un revers de baguette. Daniel Auteuil interprète le chef d'orchestre hyper lâche, Agnès Jaoui, la cantatrice qui trouve les féministes ridicules. Le sujet du sexisme demeure néanmoins, et l'absence totale de discernement aussi, parce qu'Agnès Jaoui ne se contente pas seulement d'opposer le nouveau et l'ancien monde, elle tire à vue sur le machisme de tout temps, d'hier et d'aujourd'hui, et en même temps, elle décrédibilise le mouvement contestataire qui dans le film naît d'un geste surinterprété. Ce film est juste une leçon de bon sens et je vous invite vraiment à aller le voir. Oui, et puis on en reparlera sur cette antenne, on invitera des gens qui sont concernés par le sujet. J'aimerais l'avis du monde du cinéma sur l'acte courageux de Agnès Jaoui. Nous allons parler maintenant de la canicule. Vous en entendez parler H24 sur toutes les chaînes, sur toutes les radios, mais nous on va parler d'un aspect un petit peu plus précis. Quelles sont les conséquences de cette canicule, de ce réchauffement climatique sur nos ressources d'eau en particulier? On en parlera avec une voix que vous connaissez bien, Christophe Debien. À tout de suite sur Sud Radio.